constitue le gagne-pain des femmes de Itato à Kédougou. Nous irons également à Mbane pour rencontrer les producteurs de patates douces qui se heurtent au problème d'écoulement de leurs produits. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, direction le Congo-Brazza, où le chef de l'État Macky Sall a pris part à l'investiture du président Sassou Nguesso. En marge de la cérémonie, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie dans ce pays de l'Afrique centrale. Les concitoyens lui ont exprimé leurs doléances, notamment en matière d'accès au logement. Les précisions de notre envoyé spécial, Oumar Nyinga. Le rassemblement d'une communauté sénégalaise heureuse de retrouver son président. Jeunes, femmes, cadres, anciens, ils sont venus de Brazzaville, de Pointe-Noire et même parfois de l'autre rive, Kinshasa. Leur déplacement dans cette salle est le signe d'une adhésion populaire à la politique du président Macky Sall. En vérité, c'est une longue histoire. Le Congo était une étape importante dans la marche vers le pouvoir. Tout en le rappelant à l'assistance, le chef de l'État a remercié les compatriotes pour leur soutien constant. Les retrouvailles ont aussi été l'occasion pour les Sénégalais du Congo de discuter de leurs conditions avec le président Macky Sall. Parmi les questions soulevées, l'accès au logement était la doléance la plus en vue. À ce niveau, le président Macky Sall leur a annoncé le quota de 20% alloué à la diaspora dans le programme d'habitat social. Un décret est déjà signé pour encadrer ce programme. Ainsi, le coût des logements est plafonné à 20 millions de francs CFA. Le chef de l'État a demandé à la diaspora de s'organiser pour profiter de ces facilités d'accès au logement au Sénégal. D'autres mesures de portée sociale ont été annoncées par le président de la République, qui a rappelé sa préoccupation première, qui est le mieux-être des populations sénégalaises où qu'elles se trouvent. Les Sénégalais de l'extérieur sont donc concernés. C'est dans ce cadre qu'il faut d'ailleurs placer l'un des points de la réforme constitutionnelle, à savoir la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés. Le président Macky Sall s'est réjoui des témoignages à l'endroit des autorités diplomatiques et consulaires. Il a aussi réitéré ses remerciements au président Denis Sassou Nguesso à travers son ministre des Sports présent à la rencontre, ponctuée par une ambiance bien de chez nous. Voilà pour la rencontre entre le chef de l'État Macky Sall et la communauté sénégalaise établie au Congo-Brazza. L'État vient en aide aux villages touchés par les incendies dans les départements de Kaffrine et Malem. Son soutien apprécié à sa juste valeur par des populations durement éprouvées par les incendies. C'est un reportage de Ibrahim Mboupa. À 29 km de Kaffrine, le village de Keur Malick Ndiaye, presque un champ de ruines. Seules quelques cases et autres concessions en banco tiennent encore debout. Le décor trouvé ici est révélateur de la violence de l'incendie. L'origine du feu reste un mystère. L'incendie s'est déclaré mercredi dernier vers 10 h. Le feu est venu de l'est du village pour tout ravager ensuite. C'est très dur, mais on s'en remet à Dieu parce qu'il n'y a aucune perte en vie humaine. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts très importants. 1 737 000 francs CFA emportés par les flammes et tant d'autres biens déjà listés par les sinistrés. On peut dire que au moins 56 conscients sont partis dans les flammes. Soit 338 cases
Et il y a aussi des vivres, il y a aussi du bétail, tout est parti. En fait, on peut dire que le village est brûlé aux 2/3. Face à une situation pareille, l'aide et l'assistance de l'État n'ont pas tardé. De la Turquie, le président de la République a demandé au Premier ministre de se rendre dans les localités touchées par les incendies. Un déplacement à Kër Malick Ndiaye et à Nguetch avec à la clé une très bonne nouvelle. Le chef de l'État a décidé d'une aide, d'une assistance aussi bien en riz, mais également d'une assistance pour les familles éprouvées à raison de 400 000 francs CFA par famille. C'est 26 millions donc à Kër Malick Ndiaye, c'était 10 millions à peu près à Nguetch que nous avons visité tout à l'heure avec 22 villages, et c'est 2 400 000 pour Temey qui est dans la commune de Diokoul Mbelbouk. Le chef du gouvernement a également profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de mieux s'organiser pour prévenir de tels sinistres. Il a par ailleurs rappelé le programme prévu pour accroître les capacités de prévention et d'intervention en cas d'incendie. C'est 26 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans l'équipement et la modernisation des services de protection civile et en particulier le groupement national des sapeurs-pompiers, grâce à notre coopération avec la République populaire de Chine. Les populations se sont réjouies de la visite du Premier ministre et du réconfort qu'il a apporté aux victimes des incendies. Mohamed Boun Abdallah Dionne a par la suite effectué la prière du vendredi à Kër Malick Ndiaye. Les habitants, eux, ont déjà commencé la reconstruction pour retrouver un cadre de vie adéquat. Comment réduire le stress, les souffrances et le harcèlement au travail? La question était au centre de la journée de réflexion initiée par le Conseil national du patronat et le Bureau international du travail. C'était en présence du ministre en charge du travail et du dialogue social. C'est un compte-rendu de Pabouna Diaw. Cette rencontre est inscrite dans les activités du mois africain de prévention des risques en milieu professionnel. Il s'agit pour le Conseil national du patronat du Sénégal de se pencher sur le thème stress, souffrance et harcèlement au travail. Autrement dit, les tracasseries habituelles auxquelles les travailleurs sont confrontés dans leurs entreprises. Le stress, la souffrance et le harcèlement au travail ne doivent pas être confondus avec la pression aux résultats et aux objectifs de performance à atteindre dans l'entreprise. Et qu'en conséquence, il est important de comprendre ces notions, de les prévenir et autant que possible de les sanctionner. L'idée est de favoriser un environnement de travail assaini à travers une gestion managériale réfléchie, mais aussi et surtout une réduction des pesanteurs psychosociales au sein des milieux de travail. L'OIT a publié en 2012 un manuel de prévention du stress au travail. Il inclut des points de contrôle faciles à appliquer pour identifier les facteurs de stress dans la vie professionnelle et en atténuer les effets néfastes. Sur la question, l'État du Sénégal est sur la piste d'une politique nationale. Le gouvernement du Sénégal a organisé les premiers états généraux sur les questions de santé et sécurité au travail. Et en relation avec les partenaires sociaux, nous avons adopté un document technique validé qui va être soumis au gouvernement, qui va prendre la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et qui prendra en compte aussi ces contraintes. Le Sénégal est encore loin des forts taux de suicide en milieu professionnel connus ailleurs, mais pour autant, les conditions de travail sont toujours à parfaire. Santé, en partenariat avec la LISCA, les femmes entrepreneurs pour l'émergence ont organisé des consultations gratuites et une séance de dépistage de cancer féminin. L'activité s'est déroulée à Mermoz Sacré-Cœur. Il s'agit de quartiers supposés abriter une population relativement aisée. Pourtant, on s'est un peu bousculé dans les rangs, nous dit Oumar Diaw. Mermoz Sacré-Cœur, des quartiers réputés résidentiels où le niveau de vie peut être considéré comme plus relevé qu'ailleurs. Pour autant, ces consultations ont accueilli du monde. Les gens se disent toujours que c'est des personnes nantis qui sont à Mermoz et dans les alentours, mais les faits ont montré que même si on est nanti, ce n'est pas tout le monde qui peut réellement avoir accès au privé. L'Union nationale des femmes entrepreneurs solidaires pour un Sénégal émergent et durable
prolonge ainsi son action économique par le social. Je suis là aujourd'hui pour faire le dépistage en même temps et saluer cette action. L'UNFES fait la jonction avec la LISCA et les sages-femmes du Sénégal. La LISCA et l'association des sages-femmes, c'est un partenariat. On était parti à Kédougou, dans la sous-région aussi on part avec la LISCA et aussi dans les districts de Dakar. Les femmes redoutent le cancer du sein et celui de l'utérus. La prévention est essentielle pour éviter une évolution fâcheuse. da ngay teel a jóg di saytu sa bopp di xool surtout feebar bu bon bii nga xamante ne moom bu ñëwee rek moom musiba la nit waroo toog ba feebar doog a dem seetu sa bopp. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ne cesse de tirer la sonnette d'alarme et de sensibiliser sur un fléau en progression. J'alerte les femmes, je les appelle à toujours se faire dépister parce que les cancers gynécologiques au Sénégal, c'est les plus fréquents. Les femmes solidaires du Sénégal émergent comptent déployer le filet anticancéreux bien au-delà des SICAP. Des actions de cette nature sont au programme dans la banlieue et dans les régions. Restitution d'une étude sur l'implication du secteur privé dans la politique sanitaire à Ziguinchor. Elle a été menée par le ministère de la Santé en partenariat avec la Banque mondiale, l'USAID et l'Alliance du secteur de la santé. C'est un compte rendu de Saliou Sek. Dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a mené une étude d'évaluation du secteur privé de la santé. Objectif, impliquer ces acteurs dans les projets et programmes afin d'améliorer les prestations des services de la santé au Sénégal. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons un défi important qui est la couverture maladie universelle. Et pour cette couverture maladie universelle, il faut absolument l'implication du secteur privé. Et nous avons constaté que ce secteur privé est laissé, disons, plus ou moins en rade quant à l'orientation et l'atteinte des objectifs qui nous sont fixés. Donc, avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers et également avec l'Alliance du secteur privé de la santé, nous avons jugé nécessaire d'abord de faire une évaluation de ce secteur pour connaître ce secteur privé davantage et savoir qui est qui et qui fait quoi. Dans ce travail, le ministère est accompagné par des partenaires comme la Banque mondiale et l'USAID et déjà un certain nombre d'activités ont été menées. Dont, comme cela a été rappelé tout à l'heure, la révision du cadre juridique, pour mettre en place un cadre juridique qui permette au secteur privé de se mouvoir de façon aisée et claire, avec le maximum d'efficacité, avec le maximum d'efficience donc dans le système de santé pour jouer son rôle. Nous avons aussi en ligne de mire la mise en place d'un fonds de garantie donc des financements du secteur privé avec l'appui certes de la Banque mondiale mais surtout de l'USAID qui envisage de mettre des ressources pour ça et qui permettent de soutenir les dossiers que les promoteurs privés de la santé présentent aux banques et établissements financiers. Le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest à mettre en place une alliance du secteur privé de la santé, une démarche qui permet d'impliquer davantage ces acteurs dans la politique sanitaire. Aujourd'hui, toutes les instances, les réunions, les séminaires, les ateliers qui se déroulent au ministère de la Santé, l'Alliance a un certain nombre de places et il désigne ses représentants par rapport à leurs spécificités techniques pour prendre part à ces différentes activités, que ce soit au niveau de la planification, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation et le suivi des politiques socio-sanitaires. Et ça, c'est de bon augure. Cet atelier a réuni tous les acteurs de la santé de la région. Et durant 2 jours, les participants vont partager cette étude sur l'évaluation du secteur privé de la santé. Pose de la première pierre de la cité gendarmerie 2 extension. Elle a été procédée par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Ce projet d'une 60aine de logements à Keur-Massar permet de concrétiser progressivement le slogan « Un gendarme, un toit ». Le récit de Philomène Constance-Diagne. La coopérative d'habitat de la gendarmerie nationale élargit son territoire. À côté de la cité 2, sise à Keur-Massar, un nouveau projet de logement de type F2. Entièrement viabilisé et doté d'équipements communs tels que des espaces verts, un centre commercial, une école maternelle et un lieu de culte. Cette cité est prévue pour accueillir 64 logements de type très économique suivant
des titres fonciers individuels. Les moyens pour mener à bien le chantier ont été trouvés grâce à un partenaire de choix, la Banque de l'Habitat du Sénégal. Elle a financé ce programme sans apport. Pour un coût global de 795 millions. C'est en effet la première fois, mon général, que nous finançons une coopérative sans apport personnel. Le patron de la gendarmerie nationale s'est félicité des efforts fournis par les deux parties et invite les hommes en bleu à souscrire en masse. Notamment les jeunes, à prendre l'exemple des anciens déjà propriétaires et de leurs camarades acquéreurs afin de faire de l'acquisition du logement plus qu'une priorité, mais une urgence. C'est ainsi que le slogan « Un gendarme, un toit » deviendra une réalité. Le maire de Keur-Massar a exprimé toute sa joie d'accueillir de nouveaux citoyens sur qui il peut s'appuyer pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans sa commune. Identifier les options technologiques agricoles pour faire face au changement climatique, tel est l'objectif de l'atelier de partage des projets CASA et AMA 2050. Les connaissances acquises serviront à améliorer la compréhension de l'évolution future des ressources en eau et de l'agriculture au niveau national et sous-régional. Pendambo. Les changements climatiques constituent de nos jours une menace grave pour le développement durable. Du coup, des conséquences sont notées sur l'agriculture de nos pays. Alors, il faut identifier des solutions idoines pour faire face au changement climatique. Et dans cette dynamique, le Sénégal n'est pas en reste. Là où nous sommes, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les producteurs, que ce soit les exploitations familiales et au-dessus les collectivités locales, il faut un important programme de renforcement de capacité pour que ces bénéficiaires puissent s'approprier, en tout cas des résultats que nous générons à travers ces activités de recherche, puisqu'on puisse avoir un développement durable, et notamment une agriculture, surtout l'agriculture, parce qu'on est là pour l'agriculture, que l'agriculture soit une agriculture productive d'abord, compétitive et durable. Ces chocs climatiques qu'on va connaître ne risquent pas quand même d'anéantir tout le développement dans lequel les efforts de développement que le Sénégal est en train de mener et qu'on puisse réellement minimiser ces impacts. Ces efforts devront être des réponses qui sont réellement gagnants-gagnants pour le Sénégal. D'ailleurs, ces efforts obtenus par notre pays sont à inscrire à l'actif de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui travaille en parfaite intelligence avec l'ensemble des parties prenantes à travers les deux projets que sont CASA et AMA 2050. L'ISRA héberge pratiquement les projets ici au Sénégal, que ce soit AMA, que ce soit CASA. Donc l'ISRA, à travers le laboratoire national de recherche sur les productions végétales, coordonne un peu au niveau national ces projets-là. Donc l'ISRA, c'est pour ça que l'ISRA a organisé, a invité tous nos partenaires qui sont même à l'étranger, notamment les Burkinabés sont là, les Français sont là, et donc même les Malgaches sont là. Donc pour vous dire que c'est un projet qui est très très important. Cet atelier a vu la présence de partenaires régionaux, mais aussi des collectivités locales qui attendent beaucoup de ces projets. La finalité, c'est d'avoir des débats émergents sur la prévention des effets des changements climatiques, la sécurité alimentaire et enfin sur le développement durable. Dans l'actualité religieuse, édition 2016 du Dakar de Médina Gounass, la cérémonie officielle a eu lieu cet après-midi, moment de retrouvailles mais aussi de dévotion. Pour l'occasion, ils sont nombreux les fidèles qui ont effectué le déplacement pour assister à ce rendez-vous religieux dans la région de Kolda. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, était de la partie. Nous y reviendrons avec nos équipes sur place. Place à notre série horticulture. On s'intéresse tout d'abord à la filière patate douce Amban. Certes, il y a des obstacles pour l'écoulement et la conservation, mais les rendements sont à des niveaux très élevés, nous dit Maman Moussagnan dans ce reportage. Sous l'arbre à palabres, les producteurs de patates douces sont en conclave. Cet après-midi, ils sont regroupés autour du chef de village pour discuter de l'avenir de la filière dans la localité. Avant, on cultivait plusieurs hectares. Maintenant, ce n'est plus le cas à cause de la réduction des terres cultivables et des rendements aussi. Actuellement, on ne fait qu'exploiter de petits lopins de terre. La production de patates douces a connu un très fort développement au Sénégal, en particulier dans la zone du lac de Guiers où elle représente 60%
des terres cultivées sur plus de 1250 hectares. De bonnes performances sont réalisées dans les rendements qui sont passés de 30 à 40 tonnes par hectare avec une densité de plantation de 80 000 plants à l'hectare. Mais malgré ses nombreuses potentialités, la patate douce peine à se positionner sur les plans national et international. De nombreux monts gangrènent en effet la filière. L'enclavement est le premier handicap. Il y a aussi l'état de la route qui est très déplorable, surtout en saison de pluie. Les véhicules peinent à rallier les zones de production et la patate risque de pourrir entre nos mains. L'état de route, ça pose problème aussi. Parce que pour le problème d'écoulement, ça pose d'énormes problèmes parce que l'état de route n'est pas. Le projet FNRA a ouvert d'importantes perspectives de développement pour la filière. La SAED et d'autres organismes encouragent le consommer local pour favoriser la sécurité alimentaire, le tout pour mieux vendre la patate douce. L'horticulture marche bien aussi à Kédougou, une situation qui s'explique grâce au sol adapté. Une variété de cultures y est pratiquée. Le soutien du PAPIL est aussi déterminant. C'est un reportage à Kédougou signé Ibrahim Ndonga. Depuis quelques jours, c'est la même activité sur ce champ de tomates. Du matin au soir, Mombaï Diop et ses ouvriers parcourent ce vaste domaine pour récolter les tomates mûres, pour les convoyer ensuite chez lui à bord de ce véhicule. Je viens d'avoir 3 mois, 4 jours. J'ai commencé à évacuer la production au niveau de l'industriel. Et qu'il me reste au moins 3 ou 4 autres récoltes de cette parcelle-là qu'on est en train de voir. On a commencé à récolter. À Tilène, un village situé tout près de Rosso-Vecchio, la culture de tomates est l'une des principales activités du village. En plus de cette exploitation du président de l'Union des producteurs locaux, plusieurs autres exploitations de ce type foisonnent dans le département de Dagana. Nous couvrons au moins 15 000 producteurs, 300 GIE ou sections villageoises ou unions qui sont au niveau du comité tomate. On est à presque à près de 1700 hectares qui ont été emblavés au niveau de la délégation de Dagana. Quand vous entendez délégation de Dagana, dans le département de Saint-Louis et de Dagana, pour la tomate actuellement. De même avec la reprise des activités de l'usine de Socas et l'arrivée sur le marché national de nouvelles unités de fabrication de tomates concentrées, l'écoulement des productions de la tomate industrielle dans la vallée s'est beaucoup amélioré. L'année dernière, vraiment, les industriels étaient en train de bousculer sur les champs pour vraiment récupérer toute la tomate qui était produite. Et on a vu que ça a réglé beaucoup de problèmes parce qu'on est limité sur 30 tonnes à l'hectare et on pourrait faire 60 à 50 tonnes, même des pointes de 70 tonnes. La culture de tomates industrielles se porte donc très bien dans cette partie du pays. L'autre défi à relever par les producteurs de cette spéculation reste à présent celui de la lutte contre les oiseaux migrateurs. Ces animaux font de plus en plus de dégâts sur les exploitations agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. Toutes nos excuses, vous avez dû rectifier de vous-même. Il s'agissait d'un reportage sur l'horticulture, bien sûr, mais sur la tomate. Un reportage est signé Eric Nimadi. Nous retrouverons le reportage d'Ibrahim Ndonga dans nos prochaines éditions. En attendant, parlons de ce sujet. L'Égypte qui veut davantage s'ouvrir à l'Afrique. Le pays des pharaons entend nouer de nouveaux partenariats avec les pays du continent. De nombreux chantiers sont en cours pour matérialiser cette nouvelle orientation définie par les autorités égyptiennes. Envoyés spéciaux, Blaise Mikilan, Cher Traoré. La place Tahrir du Caire, le symbole de la révolution de 2011, cette place a porté les rêves de changement de millions de personnes qui veulent une nouvelle Égypte. Le rêve prend forme avec les nombreux chantiers lancés par les autorités égyptiennes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a défini de nouvelles orientations. في تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للدول الإفريقية إيمانا منا بأن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا وإعداد أجيال لديها القدرة على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
L'Égypte veut davantage se rapprocher du reste de l'Afrique. Le pays veut densifier sa coopération avec le continent. L'inauguration du nouveau canal de Suez et les aménagements à Port Saïd entrent dans ce cadre. L'objectif de ces deux projets est de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le continent africain aujourd'hui intéresse tout le monde parce que c'est le nouvel horizon du développement. Cela a été confirmé, disons, par des études, mais cela est confirmé surtout par les taux de croissance qui, aujourd'hui, font que de plus en plus des géants du monde, des géants d'Afrique, sont en train d'impulser, disons, une nouvelle activité d'investissement. Et c'est cela qui fonde justement l'espoir de la coopération entre le Sénégal et l'Égypte, qui se traduit par une certaine ouverture des nouvelles autorités égyptiennes qui ont compris que leur assise culturelle, leur assise économique ne peut véritablement prospérer que si elle s'adosse à une coopération avec les autres pays d'Afrique. La résolution des conflits et la lutte contre le terrorisme figurent dans le nouveau partenariat avec les pays africains. Le président Sissi a offert 1000 bourses à des étudiants africains pour intégrer les académies militaires en Égypte. Les régimes précédents ont été plutôt, disons, ont développé une activité qui les a quelque part détournés de cette orientation-là. Et je crois que l'une des intelligences stratégiques dont fait preuve le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est de comprendre que l'Égypte a tout intérêt, que l'Égypte, tout comme les autres pays d'Afrique, gagnerait à renforcer les relations économiques afin que ces horizons de croissance qui aujourd'hui sont en train de s'élargir sur l'ensemble du continent puissent se traduire par une prospérité partagée, un développement plus homogène entre les pays, afin que les lignes de faille entre les peuples, les lignes de faille entre les pays puissent disparaître progressivement. L'Égypte veut également parler investissement avec les pays africains. Sharm el-Sheikh a récemment abrité le forum Africa 2016. Des chefs d'État, des chefs d'entreprise et une vingtaine d'agences de promotion des investissements y ont pris part. Dans l'actualité internationale, le Japon frappé par des séismes, on dénombre 41 morts et 1000 blessés. Dilma Rousseff contre-attaque au Brésil face aux tentatives pour la destituer. Nous commençons par le pape François qui a rendu visite aux réfugiés en Grèce. C'est un récit de Cher Traoré. Le pape François sur l'île grecque de Lesbos, le souverain pontife a rendu visite aux 3000 réfugiés qui vivent là. Pendant une heure, il a discuté avec eux. Le pape a demandé au monde et principalement à l'Europe un traitement plus humaniste de la question des réfugiés. À ces derniers, il a dit « Vous n'êtes pas seuls ». En quittant la Grèce pour le Vatican, le pape François a ramené avec lui 12 réfugiés, dont 10 enfants. Le Japon frappé par des séismes la nuit dernière, c'est la localité de Kumato sur l'île de Kyushu qui a été le plus atteint. Un premier bilan fait état de 41 morts et 1000 blessés. Les autorités ont pris des mesures pour secourir les survivants. Plusieurs milliers de soldats ont été envoyés sur les lieux. Au Brésil, les députés sont en session pour se prononcer sur le départ ou non de Dilma Rousseff. La présidente est accusée d'avoir truqué les comptes publics pour sa réélection en 2014. Le vote des députés est attendu dimanche ou lundi. Dans une vidéo publiée ce samedi, Dilma Rousseff affirme qu'elle va se battre jusqu'au bout contre ce qu'elle qualifie de coup d'État. Ben, je vous le promettais pour demain, on va y aller à Kédougou, à Itato, précisément plus tôt que prévu, pour parler horticulture qui marche très bien dans cette localité. Une situation qui s'explique grâce au sol adapté. Une variété de cultures y est pratiquée. Le soutien du PAPIL est aussi déterminant pour la réussite de ce projet. C'est un reportage signé Ibrahim Ndonga. Des exploitations agricoles à perte de vue, c'est l'heure de la pause dans ce site communautaire du village de Itato. Nous sommes dans l'arrondissement de Bandafassi, dans le département de Kédougou. Ici, le travail se fait d'une manière individuelle en fonction des moyens de chaque exploitant. Le maraîchage nous a beaucoup aidé, surtout les femmes du village, car avec cette activité, on parvient à satisfaire beaucoup de nos besoins alimentaires. Et mieux, on achète les fournitures de nos enfants avec l'argent qu'on gagne. Avec une superficie de plus de 3 hectares, on y trouve une variété de cultures. Il y a le gombo, il y a le piment, il y a l'aubergine, il y a le chou et la salade. Et cette année, ils ont eu à essayer les cultures de contre-saison du maïs.
L'horticulture est une activité qui marche dans cette zone grâce à un sol bien adapté. À cela s'ajoute le soutien du projet d'appui à la petite irrigation locale, le PAPIL. Nous remercions vraiment le gouvernement à travers le PAPIL, car depuis son intervention dans la zone, les choses se sont beaucoup améliorées. Au début du projet, les villageois utilisaient l'irrigation gravitaire pour l'alimentation des parcelles. Mais actuellement, c'est un autre système beaucoup plus adapté aux besoins des populations qui est en vogue. Le système californien, ça veut dire faire un réseau de bassins. C'est en ce sens-là que nous avons commencé à faire des bassins. Dans un premier temps, 4 bassins ont été construits. Et actuellement, nous sommes dans une logique de terminer 10 autres bassins qui ont des capacités de stockage de 5 à 9 mètres cubes. L'horticulture a connu un succès important dans la région. Aujourd'hui, d'autres localités s'intéressent à cette activité, comme ici à Dar es Salaam, où 5 hectares sont en train d'être aménagés sous le chaud soleil. Voilà pour le chapitre horticulture. Demain, nous abordons d'autres aspects dans nos différentes éditions. En attendant, sport, la deuxième édition du tournoi de lutte traditionnelle dénommé Drapeau Double S a vécu. Plus de 50 lutteurs venus des 3 régions de la Casamance naturelle y ont pris part. Le vainqueur est Raphaël Diatta de Djemberein. Il est en fort avec Moussa Mané. Le stade Jules-François Bertrand Bokandé transformé en arène de lutte le temps d'un week-end. C'est à l'occasion de la deuxième édition du Drapeau Double S, un tournoi organisé par Global Horizon qui vise à promouvoir les jeunes talents de la lutte sénégalaise. Pour justement renforcer l'équipe nationale au niveau olympique mais au niveau africain. Pour le reste, voilà, il y a un nouveau champion qui est sorti, on va être derrière lui pour l'accompagner à atteindre ses objectifs. Moi je suis ouvert, je travaille avec des techniciens de la lutte, donc s'il y a des propositions par rapport à ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu cet événement, naturellement voilà, on va être là pour le faire. Le championnat a réuni des lutteurs venus des régions de Sédhiou, Kolda, en plus de ceux de Ziguinchor. Durant 2 jours, les jeunes ont rivalisé de technique et de tactique. La première journée était réservée aux éliminatoires et les finales se sont déroulées au 2e jour. Chez les filles, des combats ont opposé des championnes venues du département d'Oussouye. Du côté des hommes, Raphaël Diatta de Djemberein a pris le dessus sur ses 2 concurrents de Kolda et de Bignona. Un après-midi de fête bien salué par le représentant du gouvernement. La lutte en général, la lutte traditionnelle en particulier, reste avant tout et sans conteste un sport bien aimé de chez nous. Vous mesurez à sa juste valeur le rôle du sport dans la consolidation des relations entre pays, entre régions d'un même pays, entre ethnies, et surtout dans l'intégration sociale des populations d'une même aire géographique et culturelle. Dans la même lancée, le parrain a félicité le champion et exhorte les lutteurs à persévérer pour devenir de grands champions nationaux. Plusieurs démonstrations de bac, un moment pour les jeunes de démontrer leur talent. Ce tournoi a permis de détecter le potentiel de lutteurs, mais aussi de découvrir des champions originaires de la Casamance. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS. À demain.